La première intervenante est Madame Torres, qui est responsable innovation et recherche donc chez Torres. Et donc nous présenter quels engagements et quelles actions vous avez menées au sein de cette maison. Merci. Bien, d'abord, je vais faire une petite présentation sur famille Torres. Bien, la famille Torres, l'échelle, il a commencé en 1870. C'était Jaime Torres qui avait commencé ça, le projet. Il était le deuxième fils d'une typique traditionnelle famille catalane. Et dans cette période-là, le premier fils, il avait tout l'héritage. Et le deuxième fils, il pouvait faire le service militaire, il pouvait aller à l'église pour faire des moines, ou il pourrait aller à les Amériques. Et il a décidé d'aller à les Amériques. Il est allé à Cuba et quand il a retourné, avec de la fortune, il a fondu, il a fait l'échelle, il a aussi commencé une entreprise textile et aussi en journaux. Aujourd'hui, à Torres, excusez-moi, on travaille la 4e et la 5e génération. Le président de la compagnie, c'est Miguel Torres, c'est mon père, et le directeur général, c'est mon frère Miguel Torres. Aujourd'hui, principalement, on travaille à l'Espagne. On a notre principal chai, il est à la Catalogne, il est au Penedès. Après, on a aussi un petit chai au Priorato. On a un petit chai à Costes del Segres, à las Borges Blancas. On a aussi des vignobles en Conca de Barberà, mais on fait la vinification au Penedès. Après, on a aussi un petit chai qui fait du vin effervescent avec méthode traditionnelle qui s'appelle Vardonquenet. Et les raisins, ils viennent du Pyrénées. Et après, on a un chai à Ribera del Duero qui s'appelle Pago del Cielo, un chai qui est à Rioja, la Carbonera, un chai qui est à Rueda, Bodega Magarín, et après un petit chai qui est à Rías Baixas qui s'appelle Pazo Torres Veneras. On a aussi une exploitation à Chili, avec plus de 400 hectares. Et après, il y a aussi un petit chai et 60 hectares de vignobles à Sonoma Valley, en Californie. Quel est notre ADN comme famille? Pour nous, c'est une entreprise familiale. C'est très important de rester dans la famille. Surtout, c'est aussi très important d'être très proche et de comprendre qu'est-ce que veut le consommateur. La recherche et l'innovation, elle a été très importante toujours dans l'ADN de la compagnie. En fait, on a toujours on a un budget de 1,5 million d'euros pour faire de la recherche. Notre client, il doit être notre ami. Pour nous, c'est aussi très important de donner un retour à la société. On a une fondation familiale dans laquelle... excusez-moi. On a une fondation familiale qui s'appelle Fondation Familia Torres depuis les années 80, dans laquelle on a un budget, ça dépend un peu de l'année, mais 300 000 euros, 500 000 euros. Et c'est toujours pour financer des projets qui sont relationnés avec les enfants et les dernières années aussi pour les femmes. Surtout, notre principal objectif de la Fondation, c'est de donner de la nourriture, aussi aider les enfants qui sont en situation compliquée et surtout aussi de financer l'éducation parce qu'avec l'éducation, c'est l'unique manière que ces enfants, dans le futur, ils peuvent avoir plus d'opportunités pour retourner à la société ce qu'on lui a donné. Après, c'est aussi important l'écologie. On va parler après sur la sustainabilité. Et bien sûr, pour nous, le plus important, c'est les personnes qui travaillent dans la compagnie. Mais finalement, quelles actions vous mettez en œuvre pour conduire le groupe de manière durable? Maintenant, c'est mon père qui lidère ces dernières années ces sujets sur la sustainabilité. Aujourd'hui, on génère dans notre entreprise à peu près 25% de l'énergie qu'on consomme. On a, par exemple, dans les chais de Pax, plus de 18 000 mètres carrés de plaques photovoltaïques. On a aussi une chaudière de biomasse. On travaille aussi avec la géothermie.
permis. Ces dernières années, on a fait beaucoup d'investissements avec des voitures électriques, aussi des trains électriques pour les visiteurs. Aussi, on essaye aussi de faire une bonne consommation de l'eau. On fait un recyclage de 40% de l'eau qu'on consomme dans les déchets. Et après, bien sûr, il y a un compromis dans la compagnie depuis 2008 jusqu'à 2020 de réduire en 30% le carbone footprint, l'empreinte de carbone. Et maintenant, en 2019, on est à peu près à 26%, c'est-à-dire qu'on va arriver à ça. Et surtout, on travaille pas seulement dans la compagnie, mais on travaille aussi avec les fournisseurs de matériel. Et chaque année, on fait un concours et on donne aussi qu'est-ce qu'on dit, un prix, non? Oui, un prix à les meilleurs fournisseurs qui ont réduit l'empreinte de carbone. Merci. Et sur donc, les actions conduites en matériel végétal, je crois, donc, pour revenir un peu à l'exemple de ce matin. Oui, bien sûr. À niveau de matériel végétal, bien sûr, il y a trois options différentes. La première, c'est la sélection variétale qu'on avait vue avant aussi. Il y a dans les pays méditerranéens des variétés qui sont plus préparées, plus adaptées à des situations avec des températures plus élevées, plus de sécheresse. C'est avec ces variétés qu'on peut travailler, on peut peut-être être plus résistant à de nouvelles conditions. Après, bien sûr, dans notre compagnie, on a aussi travaillé sur deux autres sujets. Le premier, c'est de récupérer des variétés ancestrales catalanes. Ça, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec le gouvernement catalan, avec l'INCAVI. Et après, on fait aussi une sélection clonale et massale. Pour le matériel végétal, on fait des prospections depuis les années 90. C'est mon père qui avait commencé cette ligne de travail. Et aujourd'hui, c'est-à-dire avec ces lignes, on met des annonces dans les presses locales. On demande aux viticulteurs que s'ils ont des cépages qu'ils ne connaissent pas, qui sont intéressants et qui sont très vieux, on est très intéressé de les voir. En fait, après, on fait deux prospections chaque année avec des chercheurs qui sont de l'INRA. En fait, ils sont français, mais ils sont experts en variétés catalanes. Et ils nous aident aussi pour la reconnaissance de ces variétés. Après, on fait une analyse par microsatellite de ces variétés. Et si elles sont différentes, après, on commence tous les processus de multiplication, de sainissement de ces cépages et de multiplication en serre. Et bien sûr, on commence aussi tous les processus légaux pour l'autorisation de ces variétés. Et normalement, ce processus est très, très long. Il faut avoir l'autorisation du gouvernement espagnol avec le ministère de l'Agriculture, aussi la Conselleria d'Agriculture dans le gouvernement catalan avec l'INCAVI, et après l'appellation d'origine. La première variété, je pense que ça a duré 18 ans. Maintenant, la période, c'est 12 ans. Ouais. Et finalement, bien, comme j'avais dit, aujourd'hui, on a 64 variétés qui sont inconnues. Il y a quelques ans, il y a 8 variétés qui ont été approuvées par le ministère d'Agriculture. Il y a et certaines de ces variétés, elles sont très qualitatives et très intéressantes, surtout parce que ces variétés, ils ont une maturité très tardive. On arrive à la maturité à la fin de septembre, au principe d'octobre, aussi à côté de la mer. Ils ont une très bonne acidité. Ce sont des variétés très, très intéressantes. Après, on a aussi des collaborations pour la sélection massale, aussi des individus. Et aussi, on fait ça c'est une sélection qu'on fait en collaboration avec l'INCAVI, avec Carmen Domingo, qui est là, je pense. Et aussi, on fait une sélection des clones. Ça, c'est un projet de recherche qu'on fait en collaboration avec l'IRTA. Et maintenant, on a déjà un clone qui est très intéressant au niveau de Garnacha tinta et un clone qui est très intéressant au niveau de résistance à la sécheresse, au niveau de Garnacha blanca. Merci. Et sur donc les autres actions conduites au niveau viticole, au niveau du vignoble?
Bien, au niveau des vignobles, bien sûr, on peut travailler avec la latitude ou l'altitude. À Chili, par exemple, on a fait des plantations à une latitude plus au sud pour avoir des températures plus fraîches. Et à la Catalogne, par exemple, on a fait des plantations à plus altitude. On a plus de 140 hectares dans les Pré-Pyrénées à 950 mètres d'altitude, mais on a aussi l'objectif dans un futur de planter du vignoble à 1000 mètres et 1500 mètres d'altitude. Avec cette altitude, on peut avoir beaucoup plus de températures plus basses et on peut avoir beaucoup plus d'acidité dans les vents. Alors maintenant, on a commencé à planter des variétés qui sont plus sensibles à la température dans ces vignobles qui sont à plus d'altitude. Après, bien sûr, on peut travailler avec l'orientation des rangées. Et bien sûr, si les terrains ils sont orientés au nord ou au nord-est, c'est très intéressant. À niveau de la canopée, on fait aussi beaucoup des essais. On essaye toujours de trouver l'équilibre. On fait des essais aussi avec la densité des plantations pour réduire le stress hydrique du vignoble. On fait aussi des essais avec différents systèmes de conduction. On voit que c'est intéressant d'avoir le système sprawl pour protéger un peu plus les raisons de l'incidence directe du soleil. Et aussi l'élévation du tronc, c'est aussi intéressant. Une taille tardive, ça peut nous aussi aider. Et bien sûr, des techniques d'ombrage sont aussi intéressantes, surtout si on fait des plantations en altitude parce qu'il y a problème de la grêle. Finalement, je vais aussi commenter la gestion du sol. C'est aussi intéressant. Ici, on commence à découvrir les cultures pour réduire le compactage du sol, non, et pour faire une fertilisation naturelle. Mais bien sûr, il faut gérer bien l'énervement parce que s'il n'y a pas assez d'eau, après ça peut donner des compétitions avec les vignobles et ça peut être un problème. Non? Il faut toujours trouver l'équilibre. Après, bien sûr, c'est intéressant aussi de travailler les sols avec le travail mécanique pour permettre l'eau qui pénètre. C'est aussi intéressant, on a fait des essais avec des couvertures de la paille et d'autres matériels. Ça peut aussi maintenir l'humidité dans les sols. Après, bien sûr, les engrais, la fertilisation, ça peut aussi aider. On a aussi fait des essais avec des produits qui retiennent l'eau. Ce sont des polymères qui retiennent l'eau et ça peut aussi aider, surtout quand la vigne est très jeune. Et finalement, je vais aussi commenter des essais qu'on avait fait avec des mycorhizes. Ça, c'est un projet aussi qu'on fait une collaboration avec des startups d'Israël et aussi on fait une collaboration avec l'IRTA. Et bien sûr, l'irrigation goutte à goutte, c'est très important. Ici, on travaille avec certains senseurs qui nous permettent de voir quel est le stress hydrique du vignoble tous les moments. Et comme ça, on peut arriver à réduire, faire une modélisation de l'irrigation pour avoir une bonne production, mais aussi la qualité. Et surtout, de réduire la consommation d'eau qui, dans un futur en Espagne, va être quelque chose de très important. Finalement, je vais aussi commenter un essai qu'on fait aussi avec l'IRTA. Ça, c'est un champ expérimental qu'on a à les Borges Blanques. Ça, c'est une zone qui est très sèche en la Catalogne. Il y a une pluviométrie de 200 litres par mètre carré. Ici, on a des essais d'irrigation et des différents systèmes de conduction. Et bien sûr, aussi des sensibilisations dans les vignobles pour voir, de modéliser tous les systèmes. Et pour terminer, donc, quelle stratégie à la cave en œnologie pour également des pratiques durables au niveau vinicole? Bien. À niveau d'œnologie, peut-être qu'on a moins de choses qu'on peut expliquer.
Je pense que c'est tout inventé. En fait, c'est vrai que c'est très important toujours de choisir le moment correct de la récolte. Bien sûr aussi la sélection optique du raisin quand il arrive à la cave, c'est très important et ça peut aider. Par exemple, j'ai des expériences dans les priorates avec une sélection optique. On peut éliminer beaucoup de raisins qui sont secs, qui peuvent remonter après dans la cube 1 degré alcoolique. Alors ça peut être très, très intéressant. Bien sûr, dans les pays méditerranéens, on fait toujours de l'acidification et ça se fait un peu avec d'acide tartrique, par exemple, ou aussi avec des résines d'échange ionique. Après, c'est très important aussi l'ajout de nutriments pour faciliter la fermentation. Aussi, pour réduire la teneur en alcool, on applique des techniques physiques dans notre échec, comme peut-être l'osmose, aussi le spinning en column, c'est une distillation au vide. Après, bien sûr, la levure. La levure, c'est une chose qui peut nous aider aussi. Maintenant, on fait des projets de recherche pour essayer d'obtenir des levures qui produisent moins d'alcool dans la fermentation alcoolique. Et finalement, je veux aussi mentionner que la combinaison de certaines levures, Saccharomyces et non-Saccharomyces, ça peut aussi aider un peu pour réduire une petite partie de l'alcool. Merci beaucoup. Je crois que là, on a eu en quelques minutes un inventaire et un catalogue très très large de solutions concrètes, pratiques au vignoble, en cave, qui peuvent être mis en œuvre à l'échelle d'un groupe international. En tous les cas, merci.